On retrouve nos invités pour parler de la fronde anti-push qui ne s'essouffle pas. Au Soudan, Adam Adjaranou, les jeunes vont debout et veulent tout faire pour dégager la junte militaire actuellement au Soudan. Et chaque fois, ce sont des marches, nonobstant tout. Oui, c'est cette jeunesse-là où la population, hein, parce qu'il n'y a pas que les jeunes qui sortent, a prouvé une certaine détermination. Jamais nulle part ailleurs en Afrique, parce que c'est vrai, d'aucuns pouvaient penser à une solution hybride à partir du moment où la réclamation à l'entame de ces manifestations-là était donc la libération du Premier ministre et l'instauration pratiquement d'un gouvernement civil. Nous parlons du Soudan, bien évidemment. Bien sûr. Donc, après, je pense que ces poussistes-là ont voulu un peu jouer sur peut-être la naïveté de ces manifestants-là, en faisant des conciliations avec le Premier ministre, en le libérant, mais sachant pertinemment qu'on le mettra là-bas sans réelle force, mais c'est eux quand même qui vont dans l'ombre, dont tisser les ficelles, etc. Donc, quelque part, c'est eux qui vont gouverner le pays sous couvert du Premier ministre qui était libéré. Sur des institutions fermes, etc. Mais tout de suite, cette population a vite compris le jeu. Et aujourd'hui, pratiquement, le Premier ministre également est devenu également un acteur qui rentre dans les cahiers de réclamation de ces manifestants-là. Donc, il n'est plus la personnalité qu'il défendait par le passé, mais il est devenu pratiquement une personnalité qui il souhaite également sa peau. Ça vous a dit quand même que lorsque vous prenez ces manifestants-là, ne sont pas des manifestants comme des manifestants lambda. Vous avez des manifestants il y a des véritables intellectuels. Et nous voyons le corps médical qui s'y associe, pratiquement tout le sphère qui savent analyser chaque fait. Tout à fait, qui savent analyser chaque fait et ont des relais très puissants d'informations. Et donc tout de suite, ils ont compris que en réalité, si cette manifestation-là s'essoufflait, donc ça allait pratiquement à l'avantage de ces putschistes-là qui ne sont pas prêts à lâcher. Et ça, je pense que pour finir, on finira peut-être par s'entendre avec eux. Et jusque-là, vous savez, ce qui nous lisons aujourd'hui, c'est pratiquement la manifestation, mais au même moment, cette diplomatie qui s'est déployée ardemment, l'Union africaine, etc., l'ONU, etc., qui a déployé des gens sur le terrain, on n'entend plus parler d'eux. Mais également, eux également n'étaient pas dans une posture à pouvoir donc faire cadeau à ces poussistes-là. Ils étaient véritablement pour qu'on puisse réinstaurer un pouvoir véritablement civil. Ce qu'ils ont donc rompu, ils ont rompu le fil par le passé, mais je pense qu'avec cette détermination, à part le fait qu'on puisse donc les associer, pour qu'on puisse véritablement faire émerger des civils dignes de ce nom qui portent les aspirations profondes de la population, je pense que la junte aura quand même à faire. Et surtout qu'à chaque manifestation, on constate véritablement que c'est une junte qui essaie un peu de porter les aspirations propres à elle, mais également essaie véritablement de mater cette population, on a des morts d'hommes, etc., ne roule pas donc à sa faveur. Et la communauté internationale est là. C'est vrai qu'il avait des soutiens dans la sous-région, mais ces soutiens-là, aujourd'hui, ne se sont pas faits afficher, compte tenu du fait que la lutte d'emprunt, aujourd'hui, les choses, si tel est qu'il y a une puissance étrangère qui veut donc s'impliquer dans ces manifestations-là, il risquerait quand même de sortir la queue basse. Et je pense que cette détermination-là a été prouvée de la plus belle des manières et risquerait également d'aller plus loin si tel est que donc, les poussistes veulent toujours garder leur ligne offensive en réprimant donc ces manifestations-là. Ils n'auront quand même qu'à faire face à des manifestations. Et chaque jour, lorsqu'on les réprime, chaque jour, il n'y a plus d'engouement. Il n'y a plus d'engouement. Donc, ils se sont fait remarquer par leur capacité de mobilisation, de remobilisation. Voilà, et avec des tactiques qui échappent pratiquement quelquefois aux forces de l'ordre. Il y a des moments, on dit, voilà, c'est la capitale. Il y a des moments, lorsqu'ils appellent dans les villes, il y a aussi l'effectif qui ne tient pas pour pouvoir véritablement dans les contenus. Donc je pense que c'est une détermination qui a porté ses fruits et risquerait quand même de courber les chines donc à cette junte-là. Abdel Fattah al-Burhan a utilisé la ruse, il faut le dire. Il a fait venir le Premier ministre, comme le disait tout à l'heure Adam Adjaranou. Mais les manifestants ne sont pas contents. Vous pensez également que ces manifestations vont continuer jusqu'au départ de cette junte? Est-ce qu'elle va partir? Elle va rester et réprimer
le peuple soudanais, si on peut le dire? Le peuple soudanais a obtenu sa liberté de haute lutte, en faisant chuter El-Béchir. Et ce peuple a commencé par goûter à la liberté d'expression, à la légalité, à la justice, et ne va jamais vouloir baisser les bras. Ne va jamais vouloir baisser les bras. Et du coup, les manifestations vont continuer, vont se poursuivre. Et moi, dans mes analyses, depuis un certain moment, le peuple, il y a 3 peuples à qui je mijote le prix Nobel de la paix 2022. Le peuple soudanais, le peuple birman, et puis un pays en Europe là où on a fait des élections qui arrêtait la dame là. Il y a une dame qui avait gagné. Non, c'est Birman. Il y a un pays là, on va se rappeler. Donc ces 3 peuples là méritent le prix Nobel de la paix en 2022. Vraiment, c'est des peuples déterminés. Malgré les tueries, malgré les assassinats, malgré la peur, malgré la panique, malgré ce qu'on sème, l'oppression, les peuples tiennent toujours. Regardez, c'est des marches de millions au Soudan, des marches de millions au Soudan, et dans toutes les villes. Regardez la Birmanie et l'autre pays, ce pays-là qu'on a... Je vais vous donner ça. Qu'on arrive à avoir ce pays. C'est un pays européen. Oui, ces peuples-là m'impressionnent. Ces peuples-là m'impressionnent, nous impressionnent. Parce que c'est des peuples qui veulent vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, peuples de la terre qui avons été victimes d'une longue nuit de captivité, désormais nous aspirons à la liberté, à la paix et à la justice et à l'égalité. Et ces peuples-là l'ont compris. Malgré les répressions, malgré les représailles, mais la détermination augmente, s'accroît au jour le jour. Et c'est ce que nous sommes en train de... Donc, le premier ministre soudanais a tout perdu. A tout perdu parce qu'aujourd'hui, il n'est plus celui-là qui est défendu par le peuple. Il est plutôt... Le nom du président du pays, c'est Alexandre Loukachenko. Loukachenko, voilà. Mais j'oublie le pays. Alexandre Loukachenko. Et donc, du coup, je suis en train de voir ce peuple-là qui est déterminé. Et même les appels des Nations Unies tombent dans des oreilles sourdes, parce que les Nations Unies demandent à ce que le peuple collabore avec le Premier ministre. Ils ne veulent pas. Le peuple ne veut pas. Il est déjà corrompu. On estime qu'il est déjà corrompu. Donc, il a fait un contrat, c'est un deal avec le diable. Et donc, eux, ils ne veulent pas. Ils veulent un gouvernement civil. Donc, ce peuple soudanais, c'est un peuple qui est fort. C'est un peuple... Parce que ce n'est pas seulement des peuples... Ce n'est pas des gens de basse classe. C'est des professionnels. Il y a l'association des professionnels des travailleurs du Soudan. C'est des professionnels. Donc, tout le corps professionnel, il y a les avocats, il y a les médecins, donc ils sont là. Et donc quand on voit ces gens-là, le bas peuple est motivé, parce qu'on voit des cadres, des intellectuels. Donc la situation au Soudan n'est pas partie pour finir, et la junte finira par se plier. Cette junte-là, ces militaires finiront par certainement céder, et maintenant, ils sont en train de voir quel sera le prochain deal, pour pouvoir apaiser ce peuple. Mais ce peuple-là, vraiment, c'est un vaillant peuple, un peuple déterminé, engagé. Moi, vraiment, je vais continuer par écrire, par demander à ce que le peuple soudanais puisse se voir décerner le prix Nobel de la paix. Alors, Adam Adjoronou, qu'est-ce qui explique ce silence radio de la communauté internationale, elle qui, dès les premiers jours de ce coup d'État, était au chevet du peuple soudanais, même l'Union africaine? Non, ils sont pris en étau par, disons, la hauteur et la pesanteur aujourd'hui des manifestations, mais également de cette détermination-là des Soudanais qui font que leur voix n'est plus audible. Vous savez, lorsque vous faites face à 2 mâles, il faut prendre le moins de mal. Et ce moins de mal-là, pour les Soudanais, en attendant que la communauté internationale puisse donc s'exprimer en faveur ou en défaveur de l'un des 2 acteurs, il faudrait, pour aujourd'hui, eux, ils exigent et réclament la libération du Soudan. C'est ce à quoi ils aspirent aujourd'hui. Et ils savent pertinemment comment ça fonctionne. Nous le disons tantôt, lorsque vous prenez les acteurs en face de ces mobilisations, de ces manifestations-là, vous constaterez que ce sont les couches socio-professionnelles du Soudan qui sont donc à l'avant-garde. Ça veut dire qu'ils savent véritablement comment ça fonctionne au niveau de ces instances diplomatiques-là. Ils ne sont pas prêts tout de suite à pouvoir donc les inviter ou carrément à faire... mais à aller de mèche avec eux pour la résolution donc, de cette crise-là. Cela risquerait donc d'étouffer et d'avoir même de donner plus
de tonus même à ces militaires putschistes-là. Ils n'en veulent pas du tout. Donc, ce dont ils veulent, c'est justement faire d'abord plier donc ces putschistes-là, les amener, disons, à force des choses de pouvoir dans les juger, puisque cela fait partie aujourd'hui du portefeuille de réclamatif donc, de ces manifestants-là. Et je pense que les jours, mois à venir, ce dont on va assister, c'est pour négocier en réalité donc avec la population par l'entremise de la communauté internationale pour que ces putschistes-là ne puissent pas être traduits devant donc, les juridictions. Donc, tôt ou tard, c'est ce dont on va assister, puisque, vous savez, à partir du moment où on met les institutions en place, après Béchir, les acolytes de Béchir également s'en suivant, c'est vrai qu'il y a certains d'entre eux qui ont été inquiétés, mais pas tous totalement. Ouais. Donc, tous ceux qui sont restés et qui ont encore du tonus en termes de grade, en termes d'influence liée donc à leur personnalité, s'inquiètent également pour leur avenir. Puisque les noms sont là et demain, ils ne sont pas au bord, disons, de pouvoir être pardonnés. Ouais. Donc, de toutes les façons, aujourd'hui, c'est ce qui a motivé d'ailleurs même ce coup de force-là pour réellement revenir et réinstaller les tueurs. Donc, pour se tirer d'affaire, je pense que ils sont pratiquement à la touche et ça risque donc de jouer à leur défaveur. Allez, Pasteur, donc vous avez choisi 3 pays, c'est la Biélorussie. Oui, la Biélorussie, justement. Vous cherchez le Soudan et la Birmanie. La Biélorussie et la Birmanie. Ces 3 peuples, il faut que le comité du prix Nobel de la paix puisse les encourager. C'est des peuples qui tiennent devant les armes. C'est des peuples qui répondent, ils disent le silence. Ils disent non au silence face à la répression. Bon, donc, vraiment, s'il y a une démarche à mener pour que, je crois que M. Adam est là, il est directeur de publication, déjà que ça entre dans sa ligne. Ça couvre l'Afrique déjà. Oui, déjà, Vision d'Afrique, que ça entre dans sa ligne, que Biélorussie, Birmanie et le Soudan peuvent déjà aspirer à être des prix Nobel de la paix en 2022. Donc, je crois qu'il a déjà, de la matière. Il a déjà de la matière. Ils ont quand même des éléments d'appréciation. Non, de toutes les façons, nous allons et je pense que vous êtes entendu. Nous allons nous y mettre. Et nous, de notre côté aussi, nous allons y travailler. Et du coup, je pense quand même qu'aujourd'hui, ce qui est fondamental et ce qu'il faut savoir de ce Soudan-là, la communauté internationale pensait qu'avec la libération du Premier ministre, les manifestations allaient s'arrêter. Et que le peuple, parce que réclamait justement, celui qui réclamait, le voilà est à liberté, mais ils disent que non, ça ne suffit pas. Parce qu'ils pensent au transfert, le transfert du pouvoir aux civils, comme par le passé, comme l'accord qu'il y avait déjà eu entre les militaires et les civils. Il était même temps, c'est bientôt les civils qui devaient prendre le pouvoir. Et donc ces gens-là, on estime que c'est des proches de El-Béchir, donc qui veulent quand même ramener les vieilles méthodes de gouvernement, ce qui ne peut plus marcher aujourd'hui, ne peut pas prospérer aujourd'hui avec ce peuple. Sinon, la révolution est sacrifiée complètement. Bien sûr, la révolution est sacrifiée et le peuple soudanais ne veut pas voir sa révolution volée par les militaires. Et donc, c'est pourquoi ils sont plus décidés. Et la communauté internationale doit faire une autre lecture de la situation actuelle par rapport à ce qu'elle avait, ce qu'elle voulait, la libération, négocier une sortie de crise avec le Premier ministre et le général, ça n'a pas marché. Donc, le peuple est plus exigeant aujourd'hui et veut vraiment retrouver sa liberté, veut retrouver la justice, veut retrouver vraiment un Soudan qui est sur les rails démocratiques. Donc, la situation, l'Union africaine ne doit pas abandonner le peuple soudanais. Parce que ce peuple est revenu de très loin, il faut l'accompagner. Il faut que la communauté internationale, que je n'aime pas souvent, mais l'Union africaine doit continuer par aller aux cheveux de ce peuple-là. Et pourquoi pas faire de telle sorte que les poutistes, s'il faut les amnistier, il faut les amnistier. Il faut les amnistier. Du coup, le Soudan, vous savez, est dans le collimateur de la Cour pénale internationale depuis El-Béchir. Et donc, tous les militaires qui sont succédés au pouvoir ne vont pas échapper
à la Cour pénale internationale. Et du coup, il y a l'épée de Damoclès, qui plane sur ces militaires au Soudan. Oui, quelques secondes. Oui, pour revenir pratiquement donc à la communauté internationale dont parlait tout à l'heure le passeur, quelque part, je pense que c'est partant de là que la ministre des Affaires étrangères sénégalaise s'est exprimée qu'il n'y a pas de kit préconçu pour la résolution des crises. Et il le disait parce que moi, je l'ai toujours dit. Jusqu'à preuve de contraire, vous savez, en février prochain, Macky Sall prendra donc les rênes de l'Union africaine, mais également c'est un pays également très influent sur les questions également africaines. C'est en ce sens qu'il le disait. Et moi, je pense que l'implémentation donc de ces coups d'État, il faudrait quand même que ceux qui aspirent donc à ces coups d'État-là puissent beaucoup réfléchir. Vous avez vu pratiquement ce qui se passe au Soudan. C'est la même chose pratiquement qui s'était passé au Burkina Faso, et on a vu que c'est un coup d'État qui n'a pas été, donc qui n'a pas porté ses fruits. De la même manière, déjà l'échec du coup d'État au niveau du Soudan est en train donc d'être lu. Et ça, recto verso aujourd'hui, je pense que lorsque vous prenez cette communauté internationale, là, au niveau de la résolution, il faudrait quand même qu'il y ait plus de rigueur dans la résolution, d'objectivité, pour ne pas perdre encore la face devant donc une population telle que la population soudanaise, lorsque vous faites l'erreur de pouvoir peut-être aller dans le sens contraire des aspirations de la population, ça risque encore de cabousser. Et je pense que la communauté internationale, surtout l'Union africaine, qui est à l'avant-garde de la résolution de cette crise-là, ne va pas laisser ternir davantage l'image de l'Union africaine. On va marquer une petite pause. Chers invités, le temps de faire nos bagages parce qu'on va quitter Khartoum pour Lomé.